Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve encore une fois en ce nouveau mois pour mes 10 découvertes du mois précédent, comme je fais depuis maintenant 2 mois déjà. Une fois mensuellement, je lance une petite vidéo dans laquelle je parle ou je partage mes 10 découvertes en lien avec le jeu de rôle plus indépendant, moins mis de l'avant ou du moins des liens vers des plateformes intéressantes en lien avec le jeu de rôle. Et j'ai eu des très bonnes réceptions. Je suis très content de voir que ça intéresse les gens, que ça intéresse de découvrir des nouvelles choses, que ce soit des aventures, des jeux complets ou des aides de jeu. Et je vais vous avouer par contre que le mois de juin, parce que c'est de ce mois qu'on parle cette fois-ci, le mois de juin 2023, ça n'a pas été mon mois le plus fructifiant en termes de découverte de jeux de rôle. Je vais vous avouer que ça a été plus tranquille un peu, parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup bourlingué, comme on dit. Je me suis promené un peu partout, j'étais allé voir des amis, j'ai lu beaucoup de fiction, j'ai lu un peu moins de jeux de rôle, mais tout de même, j'ai 10 choses à vous partager, au moins. 10 choses minimalement à vous partager, des trucs que j'ai trouvé très intéressants, ou intéressant, selon on va dire, le point de vue. Ça se peut que vous-même vous trouvez ça très intéressant ou peut-être même complètement ennuyant. Nous allons le découvrir dès maintenant. Donc, on commence avec le numéro 10. Et bien sûr, tout ce que je mentionne va être dans la description de la vidéo. Il va y avoir les différents liens qui mènent aux différents jeux ou aides de jeu ou autres de ce que je parle ici même. Et on commence avec le numéro 10. Il s'agit de The Real Housewife of Innsmouth. Et là, mettez-vous ça en tête, ok? C'est un one-page, c'est une page basée sur Laser and Feelings de John Harper, qui est un jeu de rôle un peu collaboratif, de création commune et d'échange, de dialogue très simple, qui fonctionne avec seulement un D6. Donc tout s'explique, tout se comprend sur une seule page. Et là, dans le fond, ce jeu-là, j'aime ça les mix-match. J'aime ça les genres de jeux qui vont mélanger deux concepts très différents ensemble pour donner un tout. Et c'est littéralement ça, dans ce contexte-là. Pour le jeu, les gens qui ne connaissent pas, Innsmouth, c'est une ville dans l'univers de Lovecraft. Et le Real Housewife, eh bien, j'imagine que c'est une référence à The Desperate Housewife, qui est une série sur des femmes dans des mères de famille et on dirait, femmes dans leur fleur de l'âge dans les suburban américains. Et c'est un peu là-dedans qu'on se retrouve. Ou The Real Housewife of Innsmouth, c'est un peu le concept d'une presque comme d'une télé-réalité ou pas vraiment, une espèce de drama style Feu de l'amour où vous incarnez en fait des housewives de Innsmouth, c'est-à-dire des femmes poissons, ou du moins des femmes qui ont l'air de des femmes, mais qui, dans leur cœur, sont des poissons, et qui doivent chaque jour vivre un peu leur quotidien de l'émission, où l'animateur de l'émission va vous lancer un défi, et vous allez devoir arriver au sommet, à la fin être le numéro 1, la numéro 1 des femmes poissons à remporter le prix du public, le coup de cœur du public, mais aussi également le coup de cœur de son bien-aimé. Parce que c'est vraiment, vous allez devoir... C'est ça, accomplir différents challenges. C'est vraiment un jeu qui va expliquer, en fait, qui va mettre de l'avant le concept du drama, comme on l'appelle, avec une touche de Lovecraft, avec un système qui s'apprend littéralement en 20 secondes. Et il y a des générateurs d'événements aléatoires pour concevoir les différents challenges que vous pourriez devoir accomplir. Tu vois, il y a ça un peu comme un peu à la Love Story ou à la Occupation Double, là, c'est quasiment ça, même qu'on préfère la version Occupation Double au Québec avec genre Occupation Double Miskatonic ou des choses comme ça en lien avec Lovecraft, et c'est très cool. C'est juste, en fait, non, c'est pas très cool, c'est juste amusant. C'est juste amusant, c'est parfait pour une petite soirée déconnade entre amis. Le claquement de doigts, ça se fait sans problème, et vous allez pouvoir vivre du drama et vous crêpez le chignon ou vous lancez des noms alors que vous, au fond de vous, vous êtes une femme poisson qui n'aspire qu'à la domination du monde et à la destruction de l'espèce humaine, tout simplement. Donc, allez voir ça si ça peut vous intéresser. Pour vrai, pour une soirée, ça peut être bien parfait avec 2-3 verres dans le nez. Numéro 9, il s'agit de Classic Explorer Template. Et là, par contre, beaucoup plus sérieux, ce n'est pas un jeu, c'est en fait une page que je suis depuis un certain temps qui a commencé en fait à publier des templates, c'est-à-dire des canevas, des squelettes pour faire de la mise en page à la manière de des zines, vraiment comme pour que ça ait un design, un visuel intéressant. Et pour vrai, sérieusement, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Ça contient tout ce que vous avez besoin, des styles, des exemples de tableaux, des listes de mise en page axées sur le visuel. Il y a vraiment des descriptions sur, en fait,
des conseils sur comment utiliser les différents outils que vous avez à votre portée pour faire de la mise en page, pour faire de la création de magazines ou même de jeux de rôle. Et c'est vraiment avec un exemple dans le document, ça présente absolument tous les éléments du modèle en soi. Vous pouvez tout simplement copier-coller des images que vous avez dans les blanks, dans les placeholders, comme on va dire en anglais, dans les fichiers que vous avez téléchargés. Et Classic Explorer Template, le gars, en fait, la personne derrière, va sortir quotidiennement du stock, des nouvelles affaires à des astuces pour pouvoir faire de la mise en page, pour pouvoir faire du design, du visuel, comment bien placer l'information sur les différentes pages que vous avez pour votre zine. Et ce qui est cool, c'est qu'il offre une version gratuite, il offre une version payante. C'est exactement le genre de document que doivent se prendre des créateurs indépendants qui, comme moi, on apprend sur le tas. Comme on dit au Québec, j'apprends sur le tas, j'apprends étape par étape, j'ai pas de formation là-dedans, bien que j'ai de la pratique et aussi quelques cours qu'il y a eu ça durant mon parcours scolaire, mais c'est apprendre étape par étape l'utilisation du Canva, des méthodes d'apprentissage qui t'offrent à t'expliquer tout au long comment tu fais. Et moi, je trouve ça incroyable. La version gratuite, elle est agréable. Si vous n'avez pas l'argent pour vous le financer, la version payante, la version gratuite fait absolument l'affaire, mais la version complète, c'est plus que juste un modèle à suivre. C'est un cours étonnamment accessible sur les techniques de mise en page et la conception. J'apprends des choses, vraiment beaucoup. Alors que moi, j'utilise en fait Affinity Publisher. Il y a d'autres outils qui sont mis de l'avant aussi. Si, mettons, vous avez InDesign, ça peut être utilisé pour ça. Si vous n'avez pas Affinity Publisher, si vous avez Affinity Publisher, ça peut être utilisé pour ça. Allez voir ça. Pour vrai, c'est très cool si vous êtes un créateur de trucs indépendants ou si vous pensez vous jeter dans l'arène de ce type de production. Allez voir ça, c'est très très cool. Numéro 8, il s'agit de Hull's Revenge. Cette tempête hivernale se poursuivra jusqu'à ce que vous ayez fait amende honorable, que vous soyez consumé ou non par le gel. Le dieu Aesir, oublié Hull, qui est le maître du tir à l'arc, du blizzard et du vent, du froid, inflige sa brutale vengeance sur une petite ville de Hatas, dans une aventure qui va mener vos personnages au sommet des montagnes, dans les ruines elfiques hantées, dans des forêts tordues, gelées. Vous allez devoir, dans le fond, vaincre différents dangers avant d'affronter finalement Hurle lui-même, le dieu nordique. C'est très cool. En fait, pourquoi est-ce que je vous partage ça aujourd'hui? Parce que c'est une aventure qui est pour un jeu qui s'appelle In the Time of Monster, qui est un TTRPG, un jeu de rôle sur table, basé sur la 4e édition de Donjons Dragons. On va dire l'édition un peu plus mal aimée. Mais en soi, pour ma part, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise édition de Donjons Dragons. En fait, j'ai trouvé que c'est une mauvaise... J'ai pas beaucoup apprécié ça en termes de jeu de Donjons Dragons, mais je trouve qu'il y a un concept qui est très cool dans In the Time of Monster, qui est on va utiliser beaucoup le combat tactique avec des héros sanguinaires qui vont devoir lutter contre la fin du monde dans un contexte d'inspiration mythologique nordique. Et si vous cherchez à raconter des fables dramatiques sur des guerriers tragiques qui vont devoir s'entretrucider pour pouvoir arrêter la fin du monde, jetez un coup d'œil à ça, c'est très très cool. Et l'aventure Hull's Revenge est faite par un auteur que j'apprécie énormément, Ripley, que j'ai déjà parlé en fait de ce qu'il a fait dans ma vidéo précédente sur The Wizard, que j'avais tout expliqué un peu comment c'était bien foutu comme ouvrage. Et Hull's reprend un peu vraiment ça. C'est des zones détaillées, vraiment beaucoup de personnes avec qui interagir, très original. Il y a une trame narrative qui va aller toucher un peu le concept de l'orientation sexuelle et je trouve ça très cool. On dirait que c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout et c'est très original dans l'implication de cette histoire nordique, mythologique, viking. Allez voir ça, très très cool, très beau aussi. Numéro 7, c'est The Machine. The Machine est un jeu où vous pouvez jouer seul et avec d'autres personnes. Comme dans beaucoup de jeux de rôle, vous allez créer un personnage, vous allez vous choisir dans le fond 2-3 mots parmi une liste de descriptions évocatrices. Et par exemple, vous pourriez être un magicien maniaque ou un musicien fatigué ou un vulgaire attrapeur de rats. Et vous avez été maudit et vous ne pouvez vous empêcher de penser à un objet qu'on appelle la machine. La machine, c'est un mystérieux engin qui entre votre esprit, que vous soyez réveillé ou endormi, elle va rester dans votre tête et vous devez la construire, même si cela doit vous conduire à votre propre destruction. Comme j'ai mentionné, j'essaie de me tourner un peu plus vers les jeux de rôle solo durant l'année 2023. Ce qui était très intéressant avec The Machine, c'est que c'est un jeu de rôle solo et non.
Dans le sens que, oui, ça se construit à la manière d'un journal. Journal, jeu de rôle, journal, où vous allez devoir remplir des zones et prendre des notes et concevoir des choses, en fait, pas nécessairement lancer des dés, mais plutôt piger des cartes où la description, ou plutôt l'image ou la valeur de la carte que vous allez tirer va vous définir, va vous expliquer des situations qui vont survenir dans votre partie que vous jouez avec vous. Et à mesure que vous allez avancer dans la partie, à mesure que vous allez vous rendre compte que votre personnage est incapable d'accomplir la tâche de terminer la machine. Et ainsi, on peut penser que le personnage en question, votre personnage, est voué à disparaître, à mourir, que ce soit de faim, de folie ou autre chose. Et le journal, ce que vous avez pris en note, va être transmis à une autre personne qui lui aussi est atteint de la malédiction. Et c'est là pourquoi est-ce que c'est un jeu solo et non, parce qu'au final, vous donnez vos notes que vous avez prises et que vous allez les laisser à quelqu'un d'autre. Et là, l'autre joueur doit ainsi débuter, ou du moins continuer plutôt, la machine où est-ce que vous êtes rendu. Vous transmettez votre journal à un autre joueur qui va créer aussi un personnage avec les traits inutilisés qui ont été mentionnés au début. Et elle va pouvoir prendre en considération les connaissances de ses prédécesseurs, de ce que vous avez conçu, de ce que vous avez mis sur papier et poursuivre le travail de la machine sans savoir qu'il est lui aussi voué à l'échec. Fait que c'est quand même assez drame, mais c'est vraiment fort. Je trouve ça vraiment intense comme jeu. Ça raconte une histoire partagée d'obsession et de chute dans la poursuite d'une tâche impossible d'une machine infernale qui, au fond, on ne sait pas trop non plus à quoi ça sert. Et l'issue des personnages est sombre. Et ça ne va pas convenir à tout le monde. Et ça nécessite, je crois, un certain traitement prudent et difficile parce que vous allez, tu sais, éventuellement, vous savez que votre personnage est voué à mourir dans sa tâche. Et ce que vous prenez en note, ça va être transmis à quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça incroyable. Pour vrai, c'est un peu comme un cadavre exquis. Pour ceux qui connaissent ça, où est-ce que vous devez comme dessiner une partie d'une créature, puis vous pliez la feuille, et la personne suivante a seulement comme la limite de la créature, il va ensuite dessiner son ventre, alors que vous avez dessiné sa tête, et quelqu'un d'autre va dessiner les pieds, et lorsqu'on va ouvrir le tout, ça va donner une créature grotesque, un cadavre exquis. Et ça me fait penser beaucoup à ça, où la conception de la machine va se faire via différentes personnes qui vont reprendre là où son prédécesseur est décédé. C'est fort, pour vrai. Si vous pensez vous lancer là-dessus, pour vrai, moi j'y pense. Je pense que j'aimerais ça le faire. Je ne pense pas que je vais le faire en actual play parce que ça n'aurait aucun sens. Mais j'aimerais ça le faire tout simplement, avec des gens que je connais, avec qui je suis à l'aise de me lancer là-dedans et de me dire éventuellement que quelqu'un va m'envoyer son document où est-ce qu'il est rendu, puis ça va être à mon tour de continuer la machine et de finir, ou de mourir, plutôt mourir, parce qu'on peut pas vraiment la finir. Fait que The Machine, numéro 7, pour vrai, très très cool jeu, solo et non, parce que vous êtes influencé par les autres. Allez voir ça. Numéro 6, il s'agit de Xeno. Xeno est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un monstrueux alien qui arrive sur Terre avec pour seul objectif de s'approprier, on va dire, les différentes choses qui se trouvent sur cette belle boule bleue. C'est pour 2 à 5 personnes, y compris le maître alien. Et c'est parfait pour un one-shot. Pour vrai, c'est très très cool pour un one-shot où vous allez incarner de véritables monstruosités qui vont détruire tout sur le passage. Vous avez, en fait, tout se fait dans un flyer, c'est un pamphlet, là, toutes les règles sont là. Ça se joue seulement avec des D4, c'est un recto-verso. Vous prenez le rôle d'alien digne des films body horror à la The Thing de John Carpenter et vous avez 4 types de missions, soit invasion, sauvetage, vengeance ou encore infection. C'est très très cool, c'est très simple, ça se joue sur le coin d'une table, vous pouvez laisser aller vos pulsions xénobiologiques violentes, vraiment, lancez-vous là-dedans. Puis j'aime beaucoup le visuel, j'aime beaucoup l'espèce d'effet on va dire comme du copier-coller d'images qui se répète. Là, je trouve que ça fait justement très body horror, ça fait très physique. Et pas de campagne de ça, on s'entend, mais pour une soirée entre amis, encore une fois, très très cool possibilité. Numéro 5, il s'agit de Cassini de Gnométique. Cassini, c'est construire, développer, analyser et arrêter. Vous êtes une équipe de scientifiques qui vous allez travailler ensemble à la recherche d'une réponse à la plus grande question existentielle de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Vous allez explorer cette question en construisant ensemble votre propre système solaire, en développant votre vaisseau spatial, où vous allez partir, sonder des planètes, analyser des données transmises et
terminer la mission par la mise hors service de votre vaisseau spatial. Et Cassini, c'est un jeu d'exploration pour 2 à 4 joueurs qui a... comment je pourrais dire? C'est un jeu sans DM. Il n'y a pas vraiment de DM. Tout se fait ensemble. C'est avec une création, c'est une discussion, c'est des échanges. C'est très passif, on s'entend, mais c'est très plaisant à lire. Et je pense que les gens qui vont se lancer dans cette aventure-là doivent être bien habitués à prendre des initiatives dans le contexte de la partie parce que c'est très libre comme formule. J'ai beaucoup apprécié l'approche un peu plus hard science. On est moins dans le space opéra parce que le but, c'est de la recherche de la vie. Fait qu'il y a vraiment comme un côté très, très groundé, très terre-à-terre où vos personnages, vos scientifiques vont concevoir ensemble, tirer au hasard des effets, échanger sur les différentes possibilités et éventuellement mettre fin à la partie. Il est conseillé de mettre feu, littéralement, de brûler vos notes à la toute fin lorsque le vaisseau en question qui va sonder les planètes sera hors de nuire, plutôt pas hors d'état de nuire, mais plutôt hors service. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle approche pour un thème plus réaliste, sans pour autant être crédible. On s'entend, ça demeure quand même de la science-fiction, mais il y a quelque chose qui fait rêver là-dedans, quelque chose d'un peu plus comme l'espace. C'est moins comme, oh, des vaisseaux qui se tirent dessus. C'est vraiment plus comme l'espace. Fait que, très belle découverte. Ça aussi, j'aimerais bien essayer de le faire éventuellement, si le temps me le permet, mais comme vous le savez, en tant qu'adulte, on n'a pas beaucoup de temps. Numéro 4, il s'agit de The Devil Mill Hopper par Root Devil. C'est un setting, un lieu à explorer, une forêt, un donjon, des factions. C'est vraiment plus une mise en contexte à intégrer dans une partie déjà existante ou une zone que vos personnages vont aller explorer. On est définitivement dans un contexte plus classique, mais même dans du bon cru du médiéval fantastique, c'est plaisant d'explorer des incontournables. C'est le genre de produit que tu peux prendre, moduler comme tu veux, piger ici seulement quelques idées que vous pourriez inclure dans votre propre scénario ou univers. Pour vrai, c'est des petites découvertes maison que j'ai juste appréciées, avec des bonnes idées, des factions, des prises de décision qui peuvent se faire et qui vont venir influencer selon en fait les différents personnages que vous pouvez rencontrer. Il y a de la mousse magique qui a des effets dans cette aventure-là, des alligators, des créatures dangereuses et bien sûr aussi un diable. Un diable qui possède ses propres objectifs et ses propres secrets. Bref, pour jeter un petit coup d'œil, c'est très cool, c'est très simple, ça se fait très bien et je trouve ça le fun que des personnes qui ont juste des petites envies comme ça ne vont pas nécessairement partir sur la mise en page super complexe, plein de couleurs d'affaires. Le gars va dire vraiment simple, il a mis ça en ligne, c'est accessible, c'est gratuit, allez voir ça. Numéro 3, il s'agit de Perils and Princess. Il était une fois une princesse, ou en fait plusieurs princesses. Vous avez probablement entendu leur histoire. Les princesses qui étaient enfermées dans la tour et qui avaient comme de méchants beaux-parents, celles qui embrassaient des grenouilles, qui domptaient des bêtes ou qui étaient secrètement des sirènes. Les princesses qui faisaient comme ils peuvent pour pouvoir vivre dans un monde où, au final, le prince charmant avait le gros bout du bâton, ou du moins l'avantage. Et bien dans Peril and Princess, c'est le contraire. C'est un jeu de rôle fantastique, à la fois très joli, et très réaliste aussi, qui met en scène en fait les princesses des contes de fées et qui vont dans le fond se lancer à l'aventure pour pouvoir être réellement le centre des péripéties et de l'action face à des dangers terribles et des aventures sans fin. Ça fonctionne vraiment très cool. En fait, c'est un jeu OSR basé sur un système que vous allez vraiment facilement reconnaître. C'est très, très commun. C'est pas difficile à comprendre. Et en fait, ce que j'ai lu pour l'instant, c'est le Quick Start qui est disponible sur Itch.io, alors qu'éventuellement, il va y avoir un Kickstarter pour la version complète. C'est du Roll Under D20 à 3 niveaux, inspiré par Into the Odd ou Cairn. Pour ceux qui connaissent, ça peut s'apprendre très facilement si vous voulez, exemple, jouer avec des enfants ou en famille. Mais en même temps, il y a une belle possibilité de construction de personnages et de rendre le tout un peu plus intéressant. Beaucoup de tables aléatoires qui permettent d'avoir plein d'objets ici et là. J'aime juste l'idée de twister la thématique de la classique princesse et que finalement cette dernière devient cette image badass qui n'a pas besoin d'être sauvée. J'ai hâte de voir le produit final. De prime abord, c'est un bon jeu à saveur OSR qui reprend une base solide et qui met une belle enveloppe par-dessus, une belle couverture avec un visuel très accrocheur. C'est super charmant. Puis je pense que ça peut donner le goût à des personnes d'essayer le jeu de rôle pour des gens qui peut-être à la base n'étaient pas tant intéressés. Fait qu'allez voir ça aussi, bien sûr, dans la description de la vidéo. Numéro 2. The Monastery of the Millie Field Bunks.
Les moines du monastère de Langstroth produisent du miel de la plus haute qualité dans tout le pays. Le miel lui-même est délicieux, mais le vrai cadeau vient en fait des moines en soi qui se sont entièrement consacrés à leur foi, mais aussi à la conception de ce miel. Mais récemment, le monastère s'est fait discret. Et on n'entend plus vraiment beaucoup parler des moines. Et le seigneur Prospero est à la recherche d'aventuriers courageux ou avides pour retrouver en fait le père Gomme qui s'occupe du monastère et de rétablir le contact. Peut-être même aussi de prendre du miel vivifiant sur le bord et peut-être que le père vous en donnera lui-même si vous le retrouvez. Pour vrai, à la même manière que le Moulin du Diable de Devil Me Loper que j'ai parlé il y a quelques minutes, c'est juste une plaisante aventure OSR qui propose un contexte de personnages, des lieux, des pistes de scénario et tout le tralala pour vivre une aventure one-shot plus que satisfaisante. J'aime les mystères, j'aime le contexte d'un monastère un peu perdu, caché, très loin de, on va dire, des civilisations. J'aime le mélange entre la recherche et la solution et l'action. C'est court, ça se lit vraiment rapidement. Ben, pourquoi pas? Hein? C'est vraiment juste le fun. Allez voir ça. C'est, je le prononce très mal, là, le Monastery of the Millfield Monks. Et finalement, mon numéro 1, il s'agit de Ritual Folk Horror Role-Playing Game. C'est un jeu de rôle sur table pour 3 à 6 personnes qui est fortement inspiré par des œuvres telles que The Wicker Man, le film, Midsommar aussi, le film, le The Zone, roleplay, et Brindlebull. Et finalement, mon numéro 1, il s'agit de Ritual Folk Horror Role-Playing Game. C'est un jeu de rôle sur table pour 3 à 6 joueurs, fortement inspiré par The Wicker Man, Midsommar, des jeux tels que The Zone ou encore Brindlewood Bay. Les joueurs, en fait, c'est vraiment, imaginez-vous ça à la folk horror. Ça va parler de cette fameuse horreur folklorique dans laquelle souvent des gens vont arriver dans un lieu un peu reculé, très rural, dans lequel ils vont tenter de résoudre un mystère précis et qui vont se rendre compte que finalement, les gens, ou du moins la population locale, s'intéresse à des vieilles croyances, ou du moins a des, on va dire des habitudes ou peut-être des festivités un peu tatillons et un peu dangereuses, mais qui ne sont pas nécessairement mal intentionnées. Et moi, c'est un type d'horreur que j'aime énormément. Le folk horror, l'horreur folklorique, c'est quelque chose que je trouve très cool. Et The Ritual va vraiment avoir une idée très cool. Parce que vous le savez un peu. Vous le savez, en fait, si vous jouez à ça, vous le savez que possiblement vos joueurs vont éventuellement mourir ou du moins disparaître. Parce que c'est un peu ça qui arrive dans ces films-là. Comme on parle de Wicker Man ou Midsommar, les personnages qui arrivent comme dans ces nouveaux lieux-là et qui vont subir un peu les festivités des personnes locaux, des gens locaux, mais ça va mal se terminer parce qu'ils n'ont pas d'affaires là et souvent, eh bien, ils font des prises de décision qui les mènent à leur trépas. Et dans The Ritual, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez alterner entre 2 rôles. Et ça, c'est ça que la twist que je trouve très cool. Je sais pas à quel point, en pratique, ça doit être facile, par contre, et aussi avec les autres joueurs, mais vous alternez entre 2 rôles. D'un part, vous allez jouer ce qu'on appelle le visiteur, qui est l'étranger à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose dans le dernier endroit auquel il peut le penser. Là. Vraiment, si vous avez vu The Wicker Man, vous êtes le policier au début du film qui arrive dans ce petit village-là et vous ne savez pas trop ce que vous faites là. Et vous êtes l'hôte. Vous allez jouer aussi l'hôte, c'est-à-dire le membre d'une société fermée, dévote avec d'anciennes croyances qui tourne souvent au sang. Vous jouez les deux, en fait. C'est ça qui est cool. D'un côté, vous jouez ce personnage-là qui arrive et qui ne comprend pas trop où est-ce qu'il est, et de l'autre, vous jouez la personne qui reçoit et qui éventuellement va peut-être mener à l'abattoir ces nouveaux arrivants. Et vous allez alterner entre ces 2 rôles selon différentes règles, et le jeu va comprendre un livre de base en couleur, 16 cartes à jouer qui sont personnalisées et qui sont très importantes parce que dans le fond, ça va pouvoir définir certains événements ou certaines situations précises et le tout va utiliser 2d6 pour pouvoir résoudre certaines péripéties ou certaines actions que les joueurs voudraient poser. Il y a des cartes à découper au besoin si vous voulez acheter la version numérique et des fichiers que vous pouvez télécharger pour les tables de jeu virtuelles. Les visiteurs vont en quelque sorte lutter contre leur destin parce qu'éventuellement c'est un peu ça comme dans The Wicker Man ou Midsommar, vous êtes voué à être brûlé ou à vous faire taper sur le coco, et vous allez entreprendre des actions qui vous permettent d'avoir davantage d'informations sur la communauté. Mais ce jeu s'attend à ce que vous allez éventuellement mourir. Fait que chaque jet fait progresser, veut pas, le visiteur vers la mort, vers son état final. Sincèrement, je ne m'y attendais pas à cette mécanique-là lors de ma lecture, c'est-à-dire la dualité, le visiteur et l'autre. Plusieurs personnes, plusieurs joueurs qui vont jouer le visiteur et l'autre. D'un côté, ceux qui explorent et qui découvrent la communauté, et de l'autre, ceux qui préparent les cérémonies qui mènent vers la fin.
Et tout cela donne vraiment un cadre assez précis où, au final, le jeu n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, dans le sens que ça va vraiment refléter ce style de film-là à la Wicker Man, la Midsommar, où vos personnages vont éventuellement mourir parce que vous avez vos... Vous ne voulez pas vous jouer des personnages qui vont gagner. Là. Vous jouez aussi vos hôtes et vous savez que les visiteurs font des actions qui vont les mener tranquillement vers leur trépas. Fait que vous ne voulez pas vous allez encourager ces actions-là. Vous ne voulez pas tout le monde joue un peu dans le même sens. Tout le monde va pousser dans le même bar. Et ce qui fait en sorte que ça demeure très cadré dans ce type d'histoire-là, mais ça le fait très bien. Dans le sens, si c'est alors la thématique qui vous jase, folk horreur à la Wicker Man, à la Killer List, à la Midsommar, jetez un coup d'œil à ça, c'est très cool. Si vous aimez les jeux de rôle narratifs, où est-ce qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, des choses qui sont lancées aléatoirement, c'est facile à jouer, c'est très très simple en fait, oui. Malgré le fait qu'il y a une dualité étrange qui se fait entre deux rôles de personnages, le tout se fait ça prend quand même très rapidement. Il y a une belle collaboration et c'est cool de se dire qu'éventuellement ton personnage va se faire tuer peut-être par le personnage de quelqu'un d'autre, mais que tu vas peut-être, toi, plus tard, ton autre personnage, tuer aussi quelqu'un d'autre. Bref, même s'il y a une mort éventuelle qui se fait d'un certain côté de la table pour un segment de vos personnages, la partie n'est pas terminée. Il faut continuer tout de même à jouer jusqu'à la fin, jusqu'à la fameuse cérémonie macabre dans laquelle peut-être les quelques survivants vont être brûlés à des divinités anciennes et impies. Et très beau livre aussi, très très cool. Bref, ça c'est vraiment je pense que c'est ma plus belle découverte pour le mois, même si je ne le sais pas si dans le concret ça doit bien se faire. Je serais curieux d'essayer. Fait que, hey! C'est pas mal ça qui conclut ce top 10 pour le mois de juin 2023. Comme je vous l'ai mentionné, c'est pas mon plus gros mois. J'étais très occupé, mais le mois de juillet va être un peu plus tranquille dans mon sens. Je vais essayer de prendre ça plus mollo un peu. Et d'après moi, je vais avoir des très belles découvertes à vous partager à la fin de ce mois-ci. Donc, hey, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.